Quand on évoque un trou noir, une image revient presque toujours. Celle d'un point central, minuscule, infiniment dense, où toute la matière de l'univers serait écrasée jusqu'à disparaître dans une singularité absolue. Cette idée est devenue si populaire qu'elle semble aujourd'hui indiscutable. Livres, documentaires, films, vulgarisation scientifique, tous répètent la même chose. Au cœur d'un trou noir, il y aurait une singularité, un endroit où les lois de la physique cessent d'exister. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cette affirmation repose sur une confusion profonde entre ce que disent réellement les équations et ce que nous croyons comprendre de la réalité. Avant de continuer, vérifie maintenant si tu es déjà abonné à la chaîne. Et écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. La première chose à clarifier est essentielle. Les trous noirs, eux, sont bien réels. Leur existence est confirmée par des observations directes et indirectes, par le mouvement des étoiles, par les ondes gravitationnelles et même par des images de leur horizon. Sur ce point, il n'y a plus de doute. Mais la singularité, elle, n'a jamais été observée. Elle n'a jamais été mesurée. Elle n'a jamais été détectée. Elle n'existe que dans les équations. Et c'est là que commence le malentendu. En physique, lorsqu'une équation donne un résultat infini, cela ne signifie pas nécessairement que l'infini existe dans la nature. Bien souvent, cela signifie que l'outil mathématique utilisé a atteint sa limite. Autrement dit, ce n'est pas toujours la réalité qui devient infinie, mais notre description de la réalité qui cesse d'être valable. La singularité apparaît précisément dans ce contexte. Elle émerge lorsque les équations de la relativité générale d'Einstein sont poussées au-delà de leur domaine de validité. Ces équations décrivent avec une précision remarquable le comportement de la gravité à grande échelle. Elles expliquent le mouvement des planètes, la courbure de l'espace-temps, l'expansion de l'univers. Mais elles ne sont pas conçues pour décrire ce qui se passe à des échelles extrêmes, où la gravité devient incroyablement intense et où les effets quantiques ne peuvent plus être ignorés. Lorsque la relativité générale est appliquée à l'effondrement d'une étoile massive, les calculs montrent que la densité augmente sans limite. Mathématiquement, elle tend vers l'infini. C'est ce point que l'on appelle la singularité. Mais ce résultat ne prouve pas qu'un objet de densité infinie existe réellement. Il prouve seulement que la théorie utilisée ne sait plus quoi répondre. Ce détail est fondamental, car il change complètement la manière dont il faut interpréter les trous noirs. La singularité n'est pas une découverte expérimentale. C'est un signal d'alarme théorique. Un message discret inscrit dans les équations qui nous dit que quelque chose manque, que la description est incomplète, que la physique actuelle ne suffit plus. Pendant longtemps, cette nuance a été perdue dans la vulgarisation. Dire qu'il existe un point d'infinité au centre d'un trou noir est spectaculaire, simple à raconter, facile à mémoriser. Dire que nos équations cessent de fonctionner est beaucoup moins séduisant. Et pourtant, c'est cette seconde idée qui est la plus proche de la vérité scientifique. Ce qui est fascinant, c'est que la physique a déjà rencontré ce type de situation par le passé. À chaque fois qu'une théorie produit des infinis incontrôlables, cela a historiquement annoncé l'arrivée d'une théorie plus profonde. Les infinis ne sont pas des réponses, ce sont des indices. Ils indiquent que la nature fonctionne autrement que ce que nous avions imaginé jusque-là. Ainsi, dès le départ, il est crucial de séparer deux choses. Le trou noir, observable, mesurable, réel. Et la singularité, concept mathématique, jamais observé, probablement non physique. Cette distinction change toute la question. Elle transforme le mystère d'un objet étrange en un problème fondamental sur les limites de notre compréhension. Et c'est précisément ce problème que nous allons explorer. Non pas pour nier l'existence des trous noirs, mais pour comprendre pourquoi la singularité, telle qu'on la décrit souvent, pourrait n'être qu'une illusion née de nos équations. Une illusion puissante, profondément ancrée, mais peut-être trompeuse. À partir de là, une question s'impose naturellement. Si la singularité n'est pas une réalité physique, alors qu'est-ce qui se cache réellement derrière l'horizon d'un trou noir? Et surtout, pourquoi nos meilleures théories s'effondrent-elles précisément à cet endroit? Pour comprendre pourquoi cette idée de singularité s'est imposée avec autant de force, il faut revenir à l'origine même des équations qui décrivent les trous noirs. Tout commence avec la relativité générale. Une théorie extraordinairement élégante, capable de relier la gravité, l'espace et le temps en une seule structure cohérente. Einstein n'a jamais parlé de singularité comme d'un objet physique. Pour lui, les équations étaient un langage, pas une promesse de réalité absolue. Lorsque les premières solutions décrivant les trous noirs ont été trouvées, elles semblaient déjà étranges. Un espace-temps si courbé que même la lumière ne pouvait plus s'en échapper. Un horizon invisible marquant une frontière irréversible. Mais au cœur de ces solutions mathématiques,
quelque chose d'encore plus dérangeant apparaissait. Une valeur qui explosait. Une densité qui devenait infinie. Une courbure de l'espace-temps qui n'avait plus de limite. À l'époque, beaucoup de physiciens ont interprété ce résultat comme une vérité littérale. Si les équations disent qu'il y a un point d'infinité, alors ce point doit exister. Mais cette interprétation reposait sur une hypothèse implicite, rarement formulée clairement. L'idée que la relativité générale reste valable à toutes les échelles, même là où les conditions deviennent extrêmes au point de défier toute intuition. Le problème, c'est que cette hypothèse n'a jamais été vérifiée. La relativité générale a été testée avec une précision remarquable dans des contextes très variés, mais toujours loin des conditions internes d'un trou noir. Elle fonctionne parfaitement pour décrire le mouvement des planètes, la déformation du temps près des étoiles massives ou les ondes gravitationnelles produites par des collisions cosmiques. Mais rien de tout cela ne nous autorise à extrapoler son validité jusqu'à un point de densité infinie. En réalité, la singularité apparaît parce que la relativité générale ignore totalement un aspect fondamental de la nature, le monde quantique. À des échelles suffisamment petites, la matière et l'énergie ne se comportent plus de manière continue. Elles deviennent discrètes, fluctuantes, imprévisibles. Et ces effets quantiques, totalement absents des équations d'Einstein, ne peuvent pas être négligés lorsque la densité devient extrême. C'est ici que la singularité révèle sa véritable nature. Elle marque l'endroit précis où une théorie classique tente de décrire un domaine qui ne lui appartient pas, comme si l'on essayait de décrire un atome avec les lois de la mécanique des planètes. Les équations donnent alors des résultats absurdes, non pas parce que la nature est absurde, mais parce que l'outil est inadapté. Un autre indice renforce cette interprétation. La singularité, telle qu'elle est définie mathématiquement, est cachée derrière l'horizon des événements. Cela signifie qu'aucune information ne peut jamais nous parvenir directement de cette région. En science, une entité qui ne peut en principe produire aucun signal observable pose toujours un problème conceptuel. Elle devient invérifiable et donc profondément suspecte. Certains physiciens ont alors commencé à poser une question simple, mais radicale. Et si la singularité n'était pas un objet réel, mais une conséquence inévitable de l'utilisation d'une théorie incomplète? Et si, au lieu d'un point d'infinité, il existait une structure inconnue, régie par des lois que nous ne maîtrisons pas encore? Cette manière de voir change complètement le récit. Le cœur du trou noir ne serait pas un endroit où la physique disparaît, mais un endroit où notre physique actuelle cesse d'être suffisante. Une frontière de connaissance, pas une fin de la réalité. À partir de là, une nouvelle perspective s'ouvre. Si la singularité est un artefact mathématique, alors le véritable mystère n'est pas son existence, mais ce qui la remplace. Quelles lois prennent le relais lorsque la relativité générale échoue? Et surtout, pourquoi cette transition est-elle si difficile à décrire? C'est précisément à ce point que la discussion quitte le terrain de la certitude pour entrer dans celui des limites fondamentales de la connaissance. Et c'est là que la notion même de trou noir devient encore plus fascinante. Non pas comme un objet de destruction totale, mais comme un laboratoire extrême où nos théories sont mises à l'épreuve, jusqu'à leur point de rupture. À ce stade, il devient important de comprendre que cette rupture n'est pas un échec de la science, mais l'un de ses mécanismes les plus puissants. Chaque fois que les équations cessent de fonctionner, elles indiquent une direction. Elles montrent précisément l'endroit où une théorie doit être dépassée. La singularité joue ce rôle. Elle n'est pas une réponse, elle est une flèche pointant vers quelque chose de plus profond. Dans le langage des physiciens, on ne dit pas que la singularité est un objet, mais que l'espace-temps devient incomplet. Cela signifie qu'en suivant les trajectoires possibles de la matière ou de la lumière, on atteint une limite où les équations ne permettent plus de continuer. Non pas parce que la réalité s'arrête, mais parce que la description mathématique s'effondre. Cette nuance est essentielle, car elle transforme la singularité en symptôme plutôt qu'en substance. Ce détail est souvent mal compris, même dans des discussions avancées. Beaucoup imaginent la singularité comme un point minuscule caché quelque part au centre, attendant d'être découvert. Mais en réalité, rien ne permet d'affirmer qu'un tel point existe physiquement. Il n'y a aucune observation, aucune mesure, aucun signal qui confirme l'existence d'une densité infinie. Il n'y a que des équations poussées jusqu'à leurs limites. Et ces limites apparaissent toujours dans les mêmes conditions. Lorsque la gravité devient si intense qu'elle écrase toute autre interaction. Lorsque les distances deviennent si petites que les fluctuations quantiques dominent. Lorsque le temps et l'espace cessent de se comporter comme des entités lisses et continues. Dans ce régime, la relativité générale, aussi puissante soit-elle, n'a jamais été conçue pour fonctionner. Ce qui rend la singularité si trompeuse, c'est qu'elle donne l'illusion d'une certitude absolue. Un infini mathématique semble définitif,
indiscutable. Mais en physique, l'infini est presque toujours un signal d'erreur conceptuelle. Il indique que l'on a tenté de prolonger une idée au-delà de son domaine légitime. La nature, elle, n'a jamais montré le moindre signe qu'elle produisait réellement des infinis. C'est pour cette raison que de plus en plus de physiciens considèrent aujourd'hui la singularité comme une fiction utile. Utile parce qu'elle marque la frontière de validité d'une théorie. Fiction parce qu'elle ne correspond probablement à rien de réel. Elle joue le même rôle que d'autres infinis si célèbres dans l'histoire de la physique, qui ont toutes disparu lorsqu'une théorie plus complète a été développée. Ce renversement de perspective a une conséquence importante. Il signifie que le cœur d'un trou noir n'est pas nécessairement un endroit où tout s'effondre, mais un endroit où quelque chose de nouveau se produit. Une physique inconnue, encore hors de portée de nos instruments et de nos calculs, mais pas hors de portée de la réalité. Ainsi, dès ce premier niveau de compréhension, une chose devient claire. Dire que la singularité existe, ce n'est pas faire preuve de rigueur scientifique. C'est confondre un avertissement mathématique avec une description du monde. Et cette confusion a façonné pendant des décennies notre manière de parler des trous noirs. À partir de là, la question change de nature. Il ne s'agit plus de savoir comment la matière devient infiniment dense, mais de comprendre ce qui empêche cette infinité d'exister. Quelles lois prennent le relais lorsque la gravité classique atteint ses limites? Et surtout, comment la nature évite les absurdités mathématiques que nos théories produisent? C'est ce glissement, discret mais fondamental, qui ouvre la porte à une exploration bien plus profonde. Une exploration où les trous noirs cessent d'être des symboles de fin absolue pour devenir des indices précieux sur la structure ultime de la réalité. Pour avancer dans cette direction, il faut accepter une idée dérangeante. Peut-être que la question que nous posons depuis le début est mal formulée. Nous demandons ce qu'il y a au centre d'un trou noir, comme s'il s'agissait d'un endroit ordinaire, d'un lieu caché derrière une frontière. Mais à l'intérieur d'un trou noir, les notions mêmes de lieu et de centre deviennent ambiguës. Le langage que nous utilisons cesse d'être adapté à la réalité qu'il tente de décrire. Dans la relativité générale, l'espace et le temps ne sont pas des décors fixes. Ils font partie de la dynamique. Ils se déforment, s'étirent, se replient. À l'intérieur de l'horizon des événements, cette dynamique devient si extrême que le temps et l'espace échangent presque leur rôle. Ce que nous appelons une direction spatiale devient inévitable, comme le passage du temps. Aller vers le centre n'est plus un choix. C'est une évolution forcée. Dans ce contexte, imaginez un point central où tout se concentre devient trompeur. La singularité n'est pas un objet situé quelque part. C'est une limite abstraite dans la structure de l'espace-temps telle que la relativité générale la décrit. Elle marque la fin des trajectoires possibles dans ce modèle, pas nécessairement la fin de la matière ou de la réalité. Cette distinction est cruciale car elle change la manière dont on interprète ce qui se passe réellement. Si la singularité n'est qu'une limite du modèle, alors la réalité pourrait continuer au-delà, sous une forme que nous ne savons pas encore décrire. Le cœur du trou noir ne serait pas un point de destruction absolue, mais une région de transition vers une physique différente. C'est ici que la notion d'horizon des événements prend tout son sens. L'horizon n'est pas une surface matérielle. C'est une frontière informationnelle, une limite au-delà de laquelle les signaux ne peuvent plus revenir. Ce que James Webb, les ondes gravitationnelles ou les images de l'horizon confirment, c'est l'existence de ces frontières. Mais rien, absolument rien, ne confirme l'existence d'une singularité au-delà. Et pourtant, l'imaginaire collectif continue de confondre ces deux concepts. L'horizon est réel, observable, mesurable. La singularité est hypothétique, mathématique, inaccessible. Les mélanger revient à donner à une abstraction le statut d'un objet physique. Une erreur subtile, mais aux conséquences profondes sur notre compréhension. Cette confusion est renforcée par un autre facteur. Les équations montrent que, selon la relativité générale, tout ce qui franchit l'horizon est irrémédiablement attiré vers la singularité. Mais encore une fois, ce résultat dépend entièrement de la validité des équations jusqu'au bout. Or, rien ne garantit qu'elles restent fiables dans ce régime extrême. Si l'on accepte que la singularité marque la fin de la relativité générale, alors il devient légitime de penser que le destin de la matière à l'intérieur du trou noir est différent de ce que prédisent ces équations. La matière pourrait être comprimée jusqu'à une densité maximale, puis se stabiliser. L'espace-temps pourrait atteindre une structure granulaire, empêchant toute infinité. Le temps lui-même pourrait cesser d'avoir le sens que nous lui donnons. Ces idées peuvent sembler spéculatives, mais elles sont motivées par une exigence fondamentale. La nature ne tolère pas les infinis. Chaque fois que la physique a prédit une infinité réelle, elle s'est révélée être une approximation incomplète.
Il n'y a aucune raison de croire que les trous noirs constituent une exception. Ainsi, au lieu d'imaginer une singularité comme un gouffre ultime, il devient plus cohérent de la voir comme un panneau indicateur. Un panneau qui signale que notre route théorique s'arrête ici, mais que la réalité, elle, continue. Et ce panneau porte un message clair. Pour comprendre les trous noirs, il ne suffit pas de prolonger la relativité générale. Il faut une nouvelle description, plus profonde, capable d'unir la gravité et le monde quantique. À partir de ce point, la question centrale n'est plus de savoir si la singularité existe, mais de comprendre quelle physique prend le relais là où elle disparaît. Et cette question ouvre la porte aux théories les plus audacieuses de la physique moderne. C'est précisément à cet endroit que la physique moderne commence à explorer des territoires encore incertains. Lorsque la relativité générale atteint ses limites, une autre description devient inévitable. Une description où la gravité ne peut plus être séparée du monde quantique. Et c'est là que naît une idée centrale, presque incontournable. Si la singularité n'existe pas physiquement, alors quelque chose empêche l'effondrement total. Ce quelque chose n'est pas encore observé, mais il est suggéré par une logique profonde. À des échelles extrêmement petites, la nature semble fonctionner par unité minimale. L'énergie, la matière, même certaines propriétés de l'espace, apparaissent sous forme de quanta. Si cette logique s'applique aussi à la gravité, alors l'espace-temps lui-même pourrait posséder une structure discrète. Une granularité fondamentale qui empêcherait toute compression infinie. Dans cette vision, le cœur d'un trou noir ne serait pas un point sans dimension, mais une région extrêmement dense, limitée par une taille minimale. Une région où la gravité est immense, mais pas infinie. Où les lois classiques cèdent la place à des lois nouvelles, encore mal comprises, mais cohérentes. La singularité disparaît alors, remplacée par une structure inconnue, mais physiquement raisonnable. Ce changement de perspective est crucial, car il restaure une continuité dans la compréhension du monde. Il évite l'idée d'un endroit où la physique s'effondre complètement. Au lieu de cela, il suggère une transition. Une zone où nos théories actuelles cessent d'être suffisantes, mais où la réalité reste parfaitement définie. Ce point est souvent mal interprété. Dire que nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir ne signifie pas que rien ne s'y passe. Cela signifie simplement que notre langage mathématique n'est pas encore capable de le décrire. La singularité, dans ce sens, est moins un objet qu'un aveu d'ignorance codé dans les équations. Et cet aveu est précieux. Il nous indique exactement où chercher. Il montre que les trous noirs ne sont pas seulement des objets astronomiques fascinants, mais des laboratoires naturels où les limites de la physique sont exposées sans ambiguïté. Là où les expériences terrestres sont impossibles, l'univers lui-même crée les conditions extrêmes nécessaires. Ainsi, dès ce premier grand axe, une conclusion provisoire s'impose. Les trous noirs sont réels, observables, mesurables. Leur horizon est une frontière authentique de l'espace-temps. Mais la singularité, telle qu'elle est souvent décrite, est probablement une fiction mathématique, une conséquence inévitable de l'application d'une théorie classique à un domaine où elle ne peut pas s'appliquer. Et cette distinction change tout. Elle transforme le trou noir d'un symbole de fin absolue en un symbole de frontière. Une frontière entre ce que nous comprenons et ce que nous devons encore découvrir. Une frontière qui ne marque pas la fin de la réalité, mais le début d'une nouvelle question. Car une fois cette idée acceptée, une autre interrogation devient inévitable. Si la singularité n'est pas réelle, alors comment l'univers empêche-t-il réellement la formation d'infini? Et quelle loi profonde gouverne ce processus, caché derrière l'horizon des événements? C'est cette question, plus que toute autre, qui pousse la physique contemporaine vers ses théories les plus ambitieuses. Pour répondre à cette interrogation, les physiciens ont dû accepter une chose essentielle. Les trous noirs ne sont pas seulement des objets à observer, ce sont des défis conceptuels. Ils forcent la physique à se regarder elle-même et à reconnaître ses propres limites. Et c'est précisément pour cette raison que la singularité est devenue si centrale dans les débats. Non pas parce qu'elle serait réelle, mais parce qu'elle révèle là où notre compréhension s'arrête. Depuis plusieurs décennies, différentes approches tentent de décrire ce qui pourrait réellement exister à l'intérieur d'un trou noir, une fois la singularité écartée. Ces approches n'ont pas encore produit de réponse définitive, mais elles partagent un point commun fondamental. Aucune d'elles n'autorise l'existence d'une densité infinie. Tout impose une limite, une structure, une résistance ultime à l'effondrement total. Ce consensus émerge n'est pas anodin. Il reflète une intuition profonde de la physique moderne. Les infinis ne sont pas des objets naturels. Ils sont des signaux indiquant qu'une description est poussée trop loin. Lorsque plusieurs théories indépendantes arrivent à la même conclusion, celle d'une densité maximale ou d'une structure minimale, cela suggère que la singularité appartient davantage au langage mathématique qu'à la réalité physique.
Ce point marque un tournant subtil mais décisif. Pendant longtemps, la singularité a été présentée comme le cœur mystérieux et inévitable des trous noirs. Aujourd'hui, elle est de plus en plus perçue comme un mirage théorique, un effet de perspective créé par une théorie puissante mais incomplète. Et cette évolution de regard est l'un des signes les plus clairs du progrès scientifique. Ce qui rend cette transition difficile à accepter, c'est qu'elle demande de renoncer à une image simple. Un point central, une infinité, une fin absolue. Ces images sont fortes, presque mythologiques. Elles donnent au trou noir une aura dramatique. Mais la réalité scientifique est rarement aussi spectaculaire. Elle est plus nuancée, plus subtile et souvent plus dérangeante intellectuellement. À l'intérieur d'un trou noir, il est probable que la matière ne disparaisse pas dans un point sans dimension, mais qu'elle entre dans un état encore inconnu. Un état où les notions de distance, de temps et de localisation cessent d'avoir le sens familier que nous leur attribuons. Pas parce qu'elles n'existent plus, mais parce qu'elles émergent d'une structure plus profonde. Cette idée est essentielle pour comprendre pourquoi la singularité pose un problème conceptuel. Si l'espace et le temps eux-mêmes sont des entités émergentes, alors imaginer leur destruction totale dans un point central devient incohérent. Ce serait comme imaginer la disparition absolue d'une vague sans tenir compte de l'océan qui la porte. Ainsi, le véritable mystère des trous noirs n'est pas ce qu'ils détruisent, mais ce qu'ils révèlent. Ils révèlent que notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravité est encore fragmentaire. Ils révèlent que les théories que nous utilisons avec tant de succès ont un domaine de validité, et que ce domaine a des frontières nettes. Et c'est précisément cette révélation qui rend les trous noirs si précieux pour la science. Ils ne sont pas des anomalies gênantes à expliquer à tout prix. Ils sont des guides, des endroits où la nature nous montre, sans détour, que quelque chose de plus profond attend d'être compris. À ce stade du raisonnement, une chose devient claire. La singularité n'est pas le cœur du mystère. Elle est le symptôme. Le véritable cœur se trouve dans la transition entre deux descriptions du monde, l'une classique, l'autre encore à inventer. Et cette transition, cachée derrière l'horizon des événements, est peut-être l'un des endroits les plus importants de tout l'univers. C'est à partir de cette frontière que la question change une fois de plus. Non plus seulement ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir, mais ce que les trous noirs nous apprennent sur la structure ultime de la réalité elle-même. À mesure que cette idée s'impose, une conséquence profonde apparaît. Si la singularité n'est pas réelle, alors les trous noirs ne sont pas des zones où la réalité s'annule, mais des endroits où elle se transforme. Ils deviennent des passages conceptuels, des régions où les règles familières cèdent la place à une organisation plus fondamentale, encore hors de notre portée. Cela change radicalement notre rapport à ces objets. Le trou noir cesse d'être une impasse absolue et devient un révélateur. Un révélateur de ce que l'espace et le temps ne sont peut-être pas des éléments premiers de l'univers, mais des structures émergentes. Des structures qui fonctionnent remarquablement bien à grande échelle, mais qui se délitent lorsque l'on s'approche des conditions extrêmes. Dans cette perspective, l'idée même d'un centre perd son sens. À l'intérieur d'un trou noir, parler de centre revient à utiliser un langage hérité d'un monde qui n'existe plus sous cette forme. Les notions de distance, de localisation, de durée deviennent relatives à une description qui n'est plus valable. La singularité, en tant que point central, s'efface, remplacée par une région où la géométrie elle-même est différente. Ce déplacement du regard est essentiel. Il montre que la singularité n'est pas un mystère à résoudre, mais un indice à interpréter. Elle nous dit que l'univers ne peut pas être compris uniquement comme une machine continue, lisse et infiniment divisible. Elle suggère qu'il existe une échelle ultime, au-delà de laquelle la notion même de continuité disparaît. C'est précisément cette idée qui rapproche les trous noirs des grandes questions philosophiques de la physique. Qu'est-ce que l'espace, si sa structure peut changer? Qu'est-ce que le temps, s'il peut perdre son sens habituel? Et qu'est-ce que la réalité, si nos meilleures descriptions cessent de fonctionner dans certaines conditions? Ces questions ne sont pas abstraites. Elles sont imposées par les données, par les équations, par les limites observées de nos théories. Les trous noirs ne sont pas des curiosités marginales. Ils sont des tests ultimes, des endroits où toute approximation confortable est mise à nu. Et pourtant, malgré ces profondeurs vertigineuses, une chose reste certaine. Rien, dans ce que nous observons, n'exige l'existence d'une singularité physique. Tout ce que nous savons pointe vers une autre conclusion. La singularité est un concept utile, mais provisoire. Un repère temporaire dans un territoire encore inexploré. En ce sens, le véritable défi n'est pas d'imaginer ce qui se passe au centre d'un trou noir, mais de comprendre pourquoi notre langage actuel échoue à le décrire. Et ce défi dépasse largement les trous noirs. Il touche à la structure même des lois physiques.
À travers cette remise en question, la science avance. Elle abandonne les images trop simples, elle accepte l'incertitude, elle affine ses outils. Et les trous noirs, loin d'être des monstres cosmiques, deviennent des enseignants silencieux. Ils nous montrent que la réalité est plus subtile que nos intuitions, et que chaque fois que nous croyons toucher une fin, nous découvrons en réalité une frontière. C'est sur cette frontière que se construit la suite du voyage. Une exploration qui ne cherche plus une singularité mythique, mais une compréhension plus profonde de ce que l'univers est réellement, lorsque nos théories cessent de suffire. À ce point du voyage, quelque chose devient évident. La fascination pour la singularité vient moins de ce qu'elle décrit que de ce qu'elle symbolise. Elle représente une fin nette, un point ultime, une frontière absolue. L'esprit humain est naturellement attiré par ce type d'image. Elle est simple, radicale, définitive. Mais la nature, elle, semble rarement fonctionner ainsi. Chaque fois que la physique a cru atteindre une fin absolue, elle a découvert une transition. Une couche plus profonde de réalité, régie par des règles différentes. Les trous noirs s'inscrivent exactement dans cette logique. Ils ne marquent pas un effondrement de la réalité, mais un changement de régime. Et la singularité, dans ce cadre, apparaît comme une approximation poussée trop loin, pas comme un objet réel. Ce renversement de perspective a des implications considérables. Il signifie que l'univers est probablement plus cohérent que nous ne l'imaginions. Même dans ses états les plus extrêmes, il ne produit pas de contradictions physiques réelles, seulement des contradictions dans nos modèles. Et c'est une distinction essentielle. Les lois de la nature ne s'arrêtent pas. Ce sont nos équations qui s'arrêtent. Cette idée est difficile à accepter, car elle enlève une part de mystère dramatique au trou noir. Mais elle en ajoute une autre, bien plus profonde. Si la singularité disparaît, alors ce qui reste à comprendre est encore plus subtil. Une structure de l'espace-temps que nous ne pouvons pas encore visualiser. Une organisation de la gravité qui échappe à nos intuitions classiques. Dans cette vision, le trou noir n'est plus un abîme où tout se perd, mais un lieu de conservation radicale. Rien ne s'y annihile. Les informations, la matière, l'énergie, tout est transformé, compressé, réorganisé selon des lois encore inconnues. L'horizon des événements ne marque pas une destruction, mais une séparation, une frontière entre deux descriptions du monde. Cette séparation explique aussi pourquoi la singularité a longtemps semblé incontournable. En l'absence d'une théorie capable de décrire ce qui se passe au-delà de l'horizon, la physique classique était forcée de produire une fin artificielle. À un point où elle pouvait dire « ici, je ne sais plus ». Et ce point a reçu un nom. Singularité. Mais nommer une ignorance ne la transforme pas en réalité physique. Cela la rend seulement plus facile à évoquer. Aujourd'hui, avec un regard plus mature, cette distinction devient plus claire. La singularité n'est pas quelque chose que l'on doit découvrir. C'est quelque chose que l'on doit dépasser. Et ce dépassement ne se fera pas par une observation directe. Rien ne nous montrera jamais ce qui se passe au-delà de l'horizon. Il se fera par une compréhension plus profonde des lois fondamentales, par une théorie capable d'englober la gravité et le quantique dans un même langage. Une théorie qui ne produira plus d'infini, mais des structures finies, cohérentes, physiques. C'est ici que les trous noirs prennent une signification encore plus vaste. Ils cessent d'être des objets isolés pour devenir des jalons, des points de repère indiquant où la physique actuelle doit évoluer. Ils nous montrent que l'univers n'est pas seulement étrange à grande échelle, mais aussi dans ses fondations les plus profondes. Et c'est peut-être cela, la véritable leçon. Le trou noir est réel. Son horizon est réel. Ses effets sont mesurables. Mais la singularité, telle que nous l'avons longtemps imaginée, est probablement une ombre. Une silhouette projetée par des équations incomplètes. Une illusion née de notre désir de trouver une fin là où il n'y a, en réalité, qu'un changement de niveau. À partir de cette compréhension, une dernière question commence à émerger, plus silencieuse, mais plus vertigineuse encore. Si la singularité n'existe pas, alors l'univers, même dans ses états les plus extrêmes, reste entièrement gouverné par des lois. Et cela signifie que le mystère n'est pas une absence de règles, mais l'existence de règles que nous n'avons pas encore apprises à lire. Et c'est précisément cette idée qui transforme profondément la manière dont nous devrions regarder les trous noirs. Non plus comme des anomalies où la science échoue définitivement, mais comme des endroits où elle est invitée à évoluer. Là où nous pensions rencontrer un mur, nous rencontrons en réalité une porte encore fermée. La singularité, loin d'être une réponse ultime, devient le signe qu'une autre description attend d'être découverte. Cette prise de conscience a une portée bien plus large que le seul cas des trous noirs. Elle touche à notre manière de faire de la science. Elle rappelle que nos théories ne sont jamais des vérités absolues, mais des cartes. Et aucune carte,
aussi précise soit-elle, ne peut contenir tout le territoire. Lorsqu'une carte montre un vide ou une frontière infranchissable, cela ne signifie pas que le monde s'arrête là. Cela signifie que la carte doit être redessinée. Les trous noirs sont exactement ce genre de frontières. Ils exposent, sans détour, l'endroit où notre compréhension actuelle cesse d'être suffisante. Et c'est ce qui les rend si précieux. Sans eux, certaines questions fondamentales resteraient abstraites. Avec eux, ces questions deviennent inévitables. Il est important de souligner une chose. Remettre en cause la singularité ne rend pas les trous noirs moins réels ou moins impressionnants. Au contraire, cela les rend encore plus fascinants. Car au lieu d'être des objets simples, définis par une fin absolue, ils deviennent des structures complexes, riches, profondément liées à la nature même de l'espace et du temps. Dans cette vision, l'univers apparaît moins comme un mécanisme rigide et plus comme une organisation subtile, capable de se réarranger sans jamais produire d'absurdité physique. Les infinis disparaissent. Les contradictions se résolvent. Ce qui reste, ce sont des transitions, des changements de régime, des niveaux de description qui se succèdent. Et cette idée a quelque chose de profondément rassurant. Non pas parce qu'elle enlève le mystère, mais parce qu'elle lui donne une forme plus cohérente. Le mystère n'est plus un effondrement de la logique. Il est un appel à une logique plus profonde. Ainsi, lorsque l'on affirme que le trou noir est réel, mais que la singularité ne l'est peut-être pas, on ne nie rien. On précise. On affine. On reconnaît que la science progresse non pas en accumulant des certitudes définitives, mais en apprenant à reconnaître ce qui, dans ses propres constructions, relève de l'outil et non de la réalité. À ce stade, une dernière réflexion s'impose naturellement. Si la singularité n'existe pas, alors l'univers, même dans ses régions les plus extrêmes, reste intelligible. Pas immédiatement, pas avec nos théories actuelles, mais en principe. Et cette idée est fondamentale. Elle signifie que la réalité n'est pas absurde, seulement plus profonde que nos modèles. Les trous noirs cessent alors d'être des symboles de fin. Ils deviennent des promesses silencieuses. La promesse que, derrière les limites actuelles de la connaissance, quelque chose de cohérent attend d'être compris. Et cette promesse, même si elle reste lointaine, est peut-être l'une des plus puissantes que la science puisse offrir. Créer ces vidéos demande énormément de travail, de recherche et de temps, et la seule manière de continuer est d'atteindre le cap des 1000 abonnés. Si cette exploration t'a aidé à voir les trous noirs autrement, abonne-toi maintenant et partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime comprendre ce qui se cache derrière les grandes idées de la physique. Et dans le silence laissé par cette question ouverte, une chose demeure certaine. Le trou noir est réel. Mais la singularité, elle, pourrait bien n'être que le reflet de nos propres limites. Attendons le jour où nous apprendrons enfin à regarder plus loin.